Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'école des facs, un podcast du label Podcut. Aujourd'hui, nous allons parler de collapsologie, effondrement, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est la fin du monde. Tout ça sera présenté par François Courtis, mais d'abord, nous accueillons dans le studio virtuel le seul, l'unique, le vrai, le président, Julien Loise. Hello. Comment ça va? Comment vas-tu? Bah ça va bien, et toi? J'ai un petit écho, ce qui fait que j'ai l'impression d'être dans une salle de concert, c'est un peu bizarre. J'ai envie de gueuler, mais non, ça va, bonjour tout le monde. C'est les backstage de Muse. Exactement. Je suis avec coulisses et j'en ai plein la bouche. Ah, cette voix douce qui nous vient de l'Ouest. Le Grand Ouest. C'est sous X. Salut à toutes et à tous, bonsoir les amis. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, puisque j'ai suivi les recommandations du président, j'ai traversé la rue et j'ai trouvé du boulot. Donc oh là là, c'est magique. Tout va pour le mieux. Bravo. Bravo. Il a aussi traversé le couloir 2019. parce qu'il est enregistré dans une autre pièce. Effectivement. Il fait encore jour chez lui, parce qu'il est encore plus à l'ouest. C'est Kepra. Bonsoir, bonjour. Yeah. Ah oui, bonjour, bah oui, c'est le jour. C'est ça. Quelle chance. Comment ça va dans les contrées lointaines des Bigouden? Ça va, on profite de l'heure d'été tant qu'on ne nous donnera pas raison, parce qu'apparemment les Bretons veulent garder ce privilège d'avoir des journées très longues. Mais cela serait aller contre l'ordre de la nature. Et la nature, c'est important, car, comme on le verra dans la chronique de François Courtis, François Courtis, comment va l'Est cette fois-ci? Votre question... Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre question n'est pas très RGPD compliante. Donc... Bah, j'ai donné une... Oui. Tu es plus à l'Est que Kepra. Oui, mais... Ça ne dit rien sur ta position géographique. Alors comment ça va là où tu es? Ah, ça va bien. Et donc tu vas nous parler de tout ce qui est effondrement, collapsologie. Prolapsologie. C'est un mot-clé. Et bah on va commencer. Ouais. Commençons. Allez, go. Commençons. J'ai hâte qu'on nous remonte le moral. Et oui. Le monde de demain, d'après les collapsologues, ce sera sans pétrole, sans internet et avec un impératif vital pour survivre, l'autonomie alimentaire. L'effondrement de notre civilisation industrielle, une théorie qui fascine de plus en plus de Français. La collapsologie peut-elle changer le monde? Ce soir, on va poser la question. Alors, commençons par le début. Et le début, il faut manger. Manger, un besoin primaire en haut de la pyramide de Maslow. Or, désormais, pour le satisfaire, il faut mettre en route son petit tracteur, broum broum, pétrole, retourner la terre, broum broum, pétrole, épandre de l'azote, dont la synthétisation demande du pétrole, épandre du phosphore, une ressource finie que l'on extrait avec du pétrole. Et d'ailleurs, le phosphore dont on estime les réserves seulement à 10-20 ans, et alors que c'est indispensable pour l'agriculture moderne. On doit aussi exporter, importer, transporter et transformer le tout vers les centres de consommation à l'aide de pétrole. Donc le pétrole, c'est ce qui nous permet actuellement de nourrir presque 8 milliards d'hommes, 9 en 2050, alors que nous étions que 2-3 milliards en 1950. Donc c'est plutôt exponentiel. Fois 3 Voilà. en 100 ans. Et donc pour nourrir les 9 milliards à venir, il va falloir augmenter les rendements à l'hectare et donc consommer encore plus de pétrole à l'hectare. Or, le pétrole, il n'y en a pas tant que ça. Le pic pétrolier du pétrole conventionnel, pas du tout les pétroles, mais seulement du pétrole conventionnel, serait déjà derrière nous.
Autrement dit, on ne peut plus extraire autant de pétrole conventionnel qu'il y a 10 ans, par exemple. Alors, source, c'est pas les petits... Pardon ? Oui ? C'est quoi le pétrole conventionnel ? C'est tout ce qui n'est pas... Ouais, Le tout ce qui n'est pétrole pas facile. pétrole de schiste, les pétroles bitumineux, etc. Tout ce qui est extrait de manière simple et rapide. Voilà, c'est Ok, à la paille. ce que l'on voit assez dans les films avant ou aux States, Avec les ouais, derricks. aux States où tu faisais un trou dans le sol et il y avait des pluies de pétrole. Merde, Dallas. c'est ça, ouais. Bah, comme dans Tintin aux États-Unis. Mais Ou dans ouais, Lucky et Luke. qui dit justement que le pic pétrolier pour le pétrole conventionnel est derrière nous, ce n'est pas les petits ouin-ouin collapsologues, non, c'est Total, par exemple. Donc, on peut quelque part s'inquiéter. Donc, il y a 60 ans, les... Tu veux dire que par hasard, on n'ira plus chez eux? Très bonne blague. Et oui. Et donc de moins en moins de pétrole conventionnel. Et ce que cela montre? Cela montre aussi qu'il y a ce qu'on appelle les rendements décroissants. Alors, c'est quoi les rendements décroissants? C'est que lorsque le pétrole giclait des pluies, comme avec Tintin, en fait, il fallait mettre dans le système un baril de pétrole pour en extraire 100. C'est-à-dire, il fallait mettre comme énergie un baril de pétrole pour en extraire 100. Maintenant, comme on doit pomper en profondeur, en offshore, avec un baril, on peut extraire seulement 10 barils de pétrole. Et avec le gaz de schiste, on tombe parfois autour de 3. Donc au bout d'un moment, extraire du pétrole, ça va juste ne plus être énergiquement rentable. Alors comme on voit, un shortage en pétrole, c'est rapidement un shortage en nourriture. Shortage, ça veut dire pénurie, c'est ouais, ça? c'est du mauvais français, je pense. Ok. Mais je pense pas que... Je traduisais pour ceux qui se demandaient. mais je pense pas que ça saute aux oreilles, ce mot. Bon, en tout cas, ça vient pas de short, le pantalon coupé. On est Non, d'accord. Ah non. Mais ouais, c'est vrai que j'aurais pu dire. C'est pas un vieux Non. short, le shortage. Donc, je reprends. Un shortage en pétrole, c'est un bernudage en nourriture. Ou un pantacourtage pour les plus riches d'entre nous. Mais en plus donc du coût en ressources non renouvelables, le pétrole, etc., l'activité agricole, on le sait tous, ça a aussi un coût environnemental, donc avec les pesticides dans l'eau, lessivage et l'érosion des sols, etc. Et ça, les amis, c'était seulement pour manger. Mais on a d'autres besoins, qu'ils soient primaires comme l'habitation, ou plus secondaires comme les smartphones, se déplacer avec les voitures, etc., etc. Ce qui consomme beaucoup de ressources énergétiques, mais qui génère aussi des pollutions. Dans les années 70, des amis chercheurs ont essayé de modéliser toutes ces petites interactions qui découlent justement de nos besoins et qui découlent de cette population grandissante. Et donc c'était ce qu'on appelle, ce groupe de chercheurs, c'est ce qu'on appelle le Club de Rome. Et leur modèle, c'est le modèle World, monde. Et Est-ce que tu peux nous décrire détailler tout de vite suite ou fait tu veux ouais. qu'on en parle après? Qu'est-ce que le Club de Rome? j'ai oublié de faire Oui, une recherche Wikipédia. Je le fasse. Vicky. En fait, pour la faire courte, c'est 3 mecs Comme assez t'as. riches dont je ne me souviens Midos. plus qui exactement. Midos, c'est le plus connu en fait. Ouais, parce que ouais. Mais non, Midos c'est le créateur du modèle. Ouais. Mais en fait, ils ont Meadows, hein, s'il vous plaît, ne bafouillons pas son nom. On va pas commencer. Voilà, c'est Aurelio Peccei qui était le membre du conseil d'administration de Fiat et Alexander King qui était un des anciens directeurs scientifiques de l'OCDE qui ont demandé à Meadows et 2-3 de ses potes d'estimer en fait, de modéliser le monde et d'estimer si on allait collapser, donc si on allait s'effondrer. Et ça, c'était dans les années 70. Et du coup, ils ont fait des modèles. Donc,
je sais pas si j'ai une image dans les yeux pour le décrire. Non, je l'ai pas. Mais en gros, c'est un modèle qui prend en compte de la nourriture, le pétrole, enfin les énergies. C'est un truc qui est assez... C'est à la fois simple et sophistiqué. C'est assez joli, assez bien fait. Et donc, ils ont fait tourner ces modèles en jouant sur les variables. Et t'as beau jouer sur les variables en disant bah tu vas trouver plus de pétrole ou ça va être plus simple de l'extraire ou que sais-je, t'arrives toujours à collapser au bout d'un moment avec avec le mode de consommation actuel. Ouais. En gros, c'est les résultats, c'est tout s'effondre à partir de 2020 ou 2050 en fonction des scénarios. Alors, il faut savoir aussi, malheureusement... Ah oui, et le résultat, généralement, de l'effondrement, c'est que ta population, donc, elle passe de 9 milliards à 3 milliards. Donc, crevage de faim en quelques années. Malheureusement aussi, c'est que donc ça, c'était dans les premiers modèles, c'était dans les années 70. Et le dernier, je crois que c'était dans les années 90. Et quand on s'amuse à faire fitter les derniers modèles avec donc de 90 jusqu'à maintenant, on voit malheureusement que ça fit plutôt bien. À part quand même, on s'est aperçu que finalement, on utilisait mieux l'énergie, mieux les ressources que ce que le modèle prédisait. Donc il y a quand même un petit côté optimiste, mais tout ce qui est population, tout ce qui est pollution, malheureusement, ça fit. Voilà. Donc, conclusion, on va mourir. Est-ce bien clair pour tout le monde? Alors, c'est rassurant. Perso, je m'étais déjà fait à l'idée, mais si je t'en prie. Alors, évidemment, les technophiles vont dire, bah non, du con, puisqu'on aura des tracteurs électriques. Et le problème est fini. Et non, car les tracteurs électriques demandent beaucoup de terres rares pour les petits moteurs, et les terres rares, c'est une ressource finie, et dont l'extraction en plus demande crée beaucoup de pollution, parce que c'est des métaux qui sont pas du tout concentrés en fait dans les mines. Donc en gros, si tout le monde roulait... Moi aussi j'ai envie de te contredire du coup. Vas-y. Si ça fait comme la loi de Moore, au final on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle ne se vérifie plus, et au final l'espace, la loi de Moore, si les gens ne savent pas ce que c'est Moore qui travaillait chez IBM avait dit que la puissance des processeurs allait doubler tous les ans ou tous les 2 ans. Tous les 18 mois, non? Ouais, tous les 18 mois. Et aujourd'hui on est passé à tous les 3 ans. Donc ton schéma, au final, 2020-2050, je pense qu'on peut pousser jusqu'à 2100 en faisant un petit peu attention. Voilà. C'est pas exactement les mêmes problématiques. Oui, c'est pas les mêmes problématiques. Il est fondateur d'Intel, pas d'IBM. D'Intel, pardon. Par contre, c'est vrai, les terres rares sont en quantité finie, mais les terres rares sont facilement recyclables. Par exemple, le lithium des batteries est 100% récupérable dans le recyclage des batteries. Le problème, c'est c'est souvent des alliages. Par exemple, pour faire les aimants des moteurs, c'est des alliages. Et le fait que c'est un alliage, c'est beaucoup plus difficile à recycler que justement une batterie qui contient que du lithium. En fait, c'est ça le problème aussi du recyclage. Mais non, peut-être ça, j'en parlerai plus tard. Mais il y a peut-être un peu une solution. Donc, les tracteurs, finalement, non, on meurt. Alors... non, moi aussi, je vais te contredire. Enfin, pas te contredire, mais apporter ma pierre. L'énergie électrique, aujourd'hui, ça reste une toute petite part... alors, pardon, je vais préciser. L'énergie électrique renouvelable, ça reste une part infime de la production électrique mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éoliennes, le solaire et l'hydraulique, ça représente 10% je crois, de toute la production mondiale d'électricité. Ouais. Et encore 10%, je crois que je suis et dans les 10, l'hydraulique, c'est une grosse part. Ça représente la part des électeurs de Macron. Les principales sources d'électricité, ça reste le pétrole, le charbon et puis le nucléaire. Oui.
Bah, aussi notamment parce qu'en fait tout ce qui est dans l'énergie, c'est quand même des cycles longs d'investissement. Parce qu'une centrale électrique, une centrale à charbon, etc., bah, c'est parti pour 30-40 ans d'investissement. Donc, réagir très rapidement, alors que, bon, on parlait de 2020 ou 2050, donc réagir très rapidement, c'est très difficile, car c'est tout un outil industriel à changer. Et il y a un truc que tu n'as pas dit aussi, parce que pour faire cette chronique, moi j'assistais à une conférence sur le sujet, et en fait, il y a quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, c'est que grosso merdo, 1 litre de pétrole, donc utilisé dans une machine, ça équivaut à 1 semaine de travail humain. Et ce qui fait que si demain on n'avait plus de pétrole et qu'on remplaçait tous nos tracteurs par des humains, bah, on produirait beaucoup moins de choses. Ouais. Mais même quand tu compares à l'électrique, le rendement énergétique des carburants à base de pétrole est beaucoup plus élevé, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est beaucoup plus élevé que le rendement énergétique, par exemple, des énergies renouvelables, enfin de l'électricité à base d'énergie renouvelable, et même plus efficace que le rendement du transfert d'énergie entre une batterie et un moteur électrique. En plus de cette efficacité de rendement, le pétrole, c'est l'énergie la plus concentrée. Ouais. La densité énergétique à poids égal est bien plus importante, c'est vrai. Quand on compare aux batteries, par exemple, c'est assez impressionnant. Alors j'ai les chiffres, en 2018, le fossile, donc charbon, pétrole, gaz naturel, c'est 64%, nucléaire c'est 10%. Ça c'est nous, la France. Donc on est à 60%. On fait partie des pays qui effectivement produisent le plus d'énergie au nucléaire, puisqu'on est à 72%, loin devant la Corée du Sud, qui est deuxième dans les principaux pays. Et après, donc nucléaire 10%, hydraulique 16%, biomasse déchets 3%, éolien 5%, solaire 2% et autres énergies renouvelables 1%. Donc, c'est pas gagné. Ouais, mais bon, il y aura quand même toujours des... Bon, ok, peut-être que les tracteurs électriques, ça va se foirer, mais... Allez, l'humain va s'en sortir. C'est bon, on a tout le temps... on fait de la technologie depuis un siècle. On s'est toujours démerdé. On va s'en sortir. Et bien là, les collapsologues te répondraient que tu es dans le déni, petit. Et c'est normal parce qu'en fait, tu es obligé de passer par les étapes du deuil. Donc là, en ce moment, tu es dans le déni. Après, ce sera la colère. Mais pourquoi on en est arrivé là? Comment? Etc. Puis la dépression, que malheureusement c'est fini pour nous. Et enfin l'acceptation que notre société va mourir. Voilà. Alors, chers amis, est-ce que vous aussi vous allez tous mourir? Oui. Normalement à Skip on va tous mourir. La question n'est pas très compliquée. Alors, mais vous préférez 2020 ou 2050? Ah bah je préférerais 2050. Tant qu'à faire. Mais je sais pas, je suis pas convaincu qu'on va avoir un effondrement. Enfin, je suis pas convaincu qu'il y ait un effondrement en 2050. Enfin, en 2020 déjà, c'est maintenant même pas un an. Ça me paraît rapide. Et 2050, je suis même pas convaincu. Et je pense que on sera pas dans les populations qui vont mourir parce qu'on est des privilégiés. Ah, donc. Mais c'est un peu parce qu'on est podcasteurs. C'est un peu tout le problème de ces sujets-là, c'est que si on était resté entre nous autres populations, enfin ça va dans les deux sens, et si on était resté entre nous autres populations privilégiées à vivre comme on vit et que le reste du monde ne nous avait pas suivis, on aurait pu rester purement égoïste et ne pas s'en préoccuper. Et à l'inverse, quelles que soient les actions menées par toutes les populations qui en sont à cette étape-là de leur évolution de la société, à se dire oh là là, il y a toutes ces questions sociétales, survie de l'espèce, etc. Il faut qu'on se les pose, etc. Même si on agit, toute la problématique, si on trouvait une solution miracle, c'est qu'il y a toutes les autres populations qui ont
un petit peu de retard sur l'évolution qu'on a eue dans nos pays occidentaux, qui entrent à peine dans cette phase de surconsommation, d'agriculture plus intensive, etc. Donc c'est ça qui est très compliqué, c'est le rapport entre l'égoïsme de se dire de toute manière on ne sera pas touché, en même temps si on agit, est-ce que ça suffit que nous agissions alors qu'il y a plein d'autres pays, je vois pas pourquoi on leur dirait nous on en a profité pendant 50, 60 ans, vous démerdez. Donc c'est pas simple. Pour te compléter, il y a comment il s'appelle l'écrivain Damasio. Qui était il y a pas invité il y a pas longtemps dans le podcast vidéo et Thinkerview, et qui parlait justement de ça, et qui disait en gros en fait avec la collapsologie, les Africains ils nous disent juste en fait vous allez juste devenir comme nous. C'est ça en fait pour vous l'effondrement, c'est vous allez juste atteindre notre niveau et c'est tout. C'est vrai. Ouais. Alors Sous-X, toi tu es à quelle étape du deuil? La colère? Moi je suis dans une totale acceptation, mec. Mais ça fait longtemps. Mais du coup à 3 milliards d'individus, on redeviendrait à un certain niveau d'équilibre ou pas? Je pense que ça dépend où sont ces 3 milliards et comment ils vivent. Parce que si c'est 3 milliards de personnes qui vivent comme des Américains ou des Européens, ça n'aura pas le même impact que comme des gens qui viennent de pays qui ont des besoins en ressources limitées plus simples. Oui, qui sont habitués à un mode de vie qui nécessite beaucoup moins d'impact lourd sur l'environnement. Oui. Et les ressources. C'est ces fameuses comment s'appelle, Journée de la Terre, où tous les ans on nous dit aujourd'hui c'est le jour où c'est le jour du basculement, on consomme à crédit. Exactement. Enfin on vit à crédit. Et ce jour qu'on a commencé à calculer à peu près dans le même moment que le rapport Meadows que le modèle de Meadows, je crois qu'il a perdu 3 ou 4 mois en 20 ans. Avant, on fêtait en décembre, maintenant c'est du fin août. On le célèbre en août, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, c'est fin août. J'ai l'impression d'être dans G7. On est dans de l'à peu près depuis tout à l'heure. Je crois que c'est en août. Je crois que c'est Jean-Michel. C'est l'école des facs. On demandera à la communauté de vérifier la les technologie et la vie numérique en toute illégitimité. Ok. Mais ouais, moi je suis totalement dans l'acceptation. Dans le fatalisme. Oui, c'est ça. Tu penses pas que la technologie quand même va nous... La technologie va nous sauver. Tu parles avec tous les data centers qu'on construit et qui consomment. C'est si la branche sur laquelle on est assis, utiliser la technologie pour combattre l'effondrement. Non, plus de technologie pour résoudre les problèmes engendrés par la technologie. Je pense sincèrement qu'on est tous perdus, et toi le premier, François. Vraiment, vous pensez ça? Le macroniste, franchement. Alors ouais, parce que tu pourras pas, même si sur Terre, quel autre macroniste ici ultra rigide, je pense que ça marcherait pas. J'ai pas entendu ce qu'a dit Sous-X. J'ai dit, même si on installait sur Terre une dictature mondiale ultra rigide qui... Tu veux dire la dictature végane que Loise nous avait chroniquée? Ouais, un truc du genre, mais avec vraiment uniquement des bonnes pratiques pour essayer de relever le niveau et remonter la pente. Je pense que c'est trop tard. C'est un peu comme ce seuil de basculement qu'on a eu sur le pétrole. On a déjà dépassé le pic de festival et c'est foutu. Ouais. C'est foutu. Donc le pétrole c'est compliqué parce que il est impossible de savoir précisément quand est-ce qu'est la fin. Parce que on sait que c'est fini, mais on ne sait pas la limite supérieure. Et donc, il y a des gisements sur les pôles aussi, il me semble, qui n'ont pas encore été exploités. Parce qu'en fait, comment les gens font ces estimations, c'est que donc t'as des personnes qui sont payées pour deviner où se trouvent des sources de pétrole, et donc ils font des tests. Je me rappelle plus exactement comment ça se passe, mais à partir de ces tests, ils font une prévision
de ce qu'ils vont pouvoir retirer comme pétrole. Et avec des calculs scientifiques et un peu de chimie. Et le truc, c'est que c'est pas que c'est pas précis, c'est que ça reste de l'estimation. Et tu peux tout d'un coup découvrir un gisement qu'on connaît pas, tout comme tu peux te tromper dans tes calculs. Donc les experts qui analysent les résultats qui sont produits par les compagnies pétrolières ou par l'OPEP, donc c'est-à-dire que des gens qui ont plutôt intérêt à dire que c'est limité parce que comme ça permet de monter le prix, en fait te disent que on sait qu'on est passé de l'autre côté de la barrière, mais on ne sait pas à quel point on est proche du gouffre. Et surtout, c'est pas genre une pyramide triangulaire, quoi. C'est pas genre on est monté avec une ligne droite x, f de x, et qu'on va redescendre en f de moins x, quoi. C'est plutôt ça va chuter d'un coup, et au bout d'un moment, qui sera sûrement en 2020-2025, on aura mais genre vraiment plus de pétrole, quoi. L'OPEP. Oui, ça va pas s'arrêter progressivement. Exactement. Ça va faire quick. D'un seul coup, ça va devenir pas du tout rentable. L'OPEP, c'est l'ONU du pétrole, c'est ça? Non. Ouais. Ouais, c'est une belle métaphore. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et toi, François? C'est presque plus l'OTAN du... Ouais, plutôt l'OTAN, ouais. L'OTAN du pétrole. Et toi, François, t'en es où dans le deuil? Justement, moi, ce qui m'embête pas mal, c'est que quand tu commences en fait à te faire l'avocat du diable des technologues, tout de suite on t'envoie comme argument, c'est un argument psychologique, qu'on te coupe le débat, c'est-à-dire qu'on te refuse le débat, on va te dire ah ouais mais tu penses comme ça parce que tu es dans le déni, tu refuses le deuil. Alors d'accord, donc pour toi c'est le point de vue des collapsologues vis-à-vis des solutions technologiques que tu trouves trop fermé. Complètement, ouais. Et aussi, il y a un côté, un peu un fantasme, je pense que ça, c'est notre côté judéo-chrétien, le côté l'apocalypse, et quelque part, on adore ça, quoi. C'est un fantasme d'imaginer le Mad Max qui se crée sous nos yeux, etc. Et je pense que ce qui explique... Dit-il 2 jours après que Notre-Dame ait pris feu. Non, mais à mon avis, c'est un élément qui explique le succès actuel de la collapsologie, en fait. Donc, quelque part, je retourne pareil à l'argument psychologique. La psychologie, c'est bidon, mais on est juste attiré par un côté, par ce fantasme. Ouais, mais les modèles et les prédictions datent de 1970, hein, c'est ça? Les premières, oui. Il les a mis à jour, ils les ont mis à jour 2 fois. Oui, ils les ont mis à jour, mais ça veut dire que le sujet a été, on va dire... déterré depuis 1970, et il y a eu une longue période où on n'en a pas entendu parler, et là ça revient vraiment sur le devant de la scène et ça commence à être un peu médiatisé. Alors ça reste encore marginal. Le truc qui est fou, donc c'est qu'il y a bien un truc qui est en train de se passer, il y a une prise de conscience, on va dire un peu plus mainstream qui est en train de se faire. Ça reste pas cantonné à des petits cercles d'érudits. Non, mais le truc qui est fou. Donc c'est bien le signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors il y a 2 choses. Il y a effectivement, je pense qu'on est la première génération qui intègre vraiment l'écologie dans son état d'esprit et qui a conscience de vivre sur une planète à ressources limitées. L'abondance, vivre avec l'impression qu'on est dans l'abondance, c'était ce qu'on vendait à nos parents et nos grands-parents, etc., etc. Et la cigarette est bonne pour toi et tes enfants s'ils font de l'asthme. Bien sûr. On a vendu beaucoup de choses à nos parents et grands-parents. Et la deuxième chose, c'est que quand Meadows sort le résultat de leur rapport, donc on est dans les années 60, et ils disent, si on prend des mesures maintenant, ou jusqu'au début des années 80, on peut encore limiter la casse. Et on a combien? On a la COP 25 maintenant. Parce que donc la COP, c'est organisé par l'ONU et c'est le rassemblement de tous les pays pour essayer de réduire un peu l'impact écologique de l'humain sur la Terre.
si je schématise. Et ouais, mais c'est de l'écologie de pansement, ça c'est... Oui, c'est pas assez. C'est un peu- C'est clairement pas assez. On a beau savoir que on a des activités on a des ressources limitées, on a une activité qui pollue et qui dégrade la qualité de vie de nos semblables. Ça ne nous empêche pas de continuer à vivre comme on vit, et ça n'empêche pas les politiques de ne pas prendre ou promettre de mesures qui iraient dans le bien commun pour qu'on améliore un petit peu la manière dont on vit et dont on utilise les ressources qui nous sont mises à disposition. Ça, c'est parce qu'on vit depuis des dizaines d'années avec l'illusion et l'espèce d'endoctrinement du capitalisme de masse, qui est qu'il faut de la croissance à tout prix. Et on peut continuer sur l'argument en faveur de la décroissance. Mais ne serait-ce que se maintenir sans faire de croissance, ce serait déjà un truc... c'est déjà un truc qui donne des sueurs froides à pas mal de dirigeants. Et aussi, après une colonisation, les aspects politiques et religieux de la colonisation, toujours dans la logique de croissance, mais une colonisation économique et culturelle qui fait qu'on écrase les cultures locales et qu'on impose un mode de vie à des populations qui en étaient jusqu'à présent assez éloignées, et où on dit, c'est la consommation de masse pour tous, partout, tout le temps, et où on a beau savoir en effet depuis 50 ans que c'est pas viable du tout, on se dit ça suffit pas qu'on soit nous entre nos pays, on va aller s'étendre un peu partout et développer un truc qui n'est déjà pas viable, qui n'est déjà pas viable. Ouais, complètement. Non mais pour être clair, moi je suis d'accord avec le constat des collapsologues, c'est juste après leur position très fermée qui te gêne. Dans le sens où il n'y a aucun espoir possible, et tout espoir c'est du déni. Mais je suis complètement d'accord que c'est complètement je sais pas, le challengeeux, je dirais. Wow, challengeeux. Les prochaines années à venir. Surtout si sauf si on développe des super sources d'énergie, par exemple la fusion. Si on passe au tout nucléaire, ça va. Fusion. On aura beaucoup de déchets radioactifs. Fusion nucléaire. La fusion, pourquoi pas. Pour le fun, j'ai fait le calcul rapide sur une Tesla Model 3. La batterie pèse 478 kg et permet de faire à peu près 400 km de distance, alors qu'un réservoir de gasoil de 45 litres donne à peu près sur une voiture à peu près de même poids, entre 750 et 850 km d'autonomie. Donc on a 10 fois plus lourd pour à peu près 2 fois moins de distance. C'est dire à quel point la densité énergétique du pétrole va être compliquée à battre. Mais en sachant que rien que pour le transport. En sachant que selon Elon Musk, la batterie de la Tesla Model 3 aurait une espérance une capacité de survie pendant 800 000 km, à l'inverse d'autres moteurs. Donc après il y a aussi le coût en énergie de la production de nouveaux moteurs essence, etc. Donc exact. Est-ce qu'il n'y a pas... Mais et juste sur ce petit point-là, en fait, c'est juste pour illustrer l'histoire de la densité énergétique, qui est un argument à ne pas oublier. Ouais. Et pour l'alimentation, je pense que ça fait très longtemps qu'on avait apporté la solution dans ce podcast, les pranas. Les pranas, bah oui, évidemment. Voilà. Les pranas, on en a encore pour, je crois, 10 milliards d'années. D'après les estimations des experts. Les experts disent 10 milliards d'années, voilà, les derniers modèles annoncent 10 milliards d'années de prana. Évidemment, ça c'est 10 milliards d'années, quelle que soit la consommation qu'on en a, parce qu'on pourra être 9 milliards, 20 milliards, on aura encore assez de prana pour vivre. Sachant que le soleil fournit assez d'énergie pour chauffer tout le système. Mais je sais pas la blague des pranas, je suppose, c'est les... C'est des gens qui pensent se nourrir de l'air.
c'est pas l'air, voyons. Des énergies qui nous entourent, et notamment l'énergie du soleil. Pourquoi vouloir vulgariser la science? Enfin, il y a des sujets sérieux. Je peux ajouter des trucs sur l'énergie ou Ouais, bah, on y reviendra après, François. Vas-y. Parce que j'ai ressorti mes notes. Il y avait deux choses aussi qui étaient importantes à prendre en compte pour le fait qu'on ne peut pas se passer de pétrole. C'est qu'un, et on ne l'a pas dit, l'électricité c'est une énergie qui coûte très cher à stocker. Parce que le pétrole c'est simple, tu le mets dans une cuve, puis tu l'utilises quand tu en as besoin. L'électricité, il faut des batteries, et les batteries c'est un peu moins simple à fabriquer, et le coût est très cher. Et dans la conf où je suis allé, il y avait un exemple qui était assez impressionnant. En 2000, en Angleterre, il y a eu une grève des chauffeurs routiers qui ont eu la très bonne idée de bloquer toutes les raffineries du pays en Angleterre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, je m'en souvenais pas. Les Gilets jaunes avaient fait ça. Ils peuvent toujours. On vient de leur donner une idée. Et en 6 jours, en seulement 6 jours, le pays a commencé à devenir dingue parce qu'on ne pouvait plus utiliser les voitures. Il n'y a plus d'approvisionnement en station essence. Les magasins n'étaient plus alimentés en denrées. Donc les gens ont commencé à faire des stocks et on s'est retrouvé avec des batteries de magasins, de supermarchés vides. Et ça a commencé à créer un effet de panique qui a fait plier le gouvernement. Tout ça pour dire qu'on ne se rend pas compte à quel point on est dépendant du pétrole jusqu'à ce qu'il nous manque. Ouais. Tout ça pour dire que l'armée aurait pu résoudre les problèmes. C'est un autre moyen. Alors maintenant, effectivement. Sauf si quelqu'un veut encore intervenir, je vous propose de laisser un peu les collapsologues entre eux, en train de pleurer pendant leur enterrement, pour s'intéresser à l'autre côté de la pente, c'est-à-dire les transhumanistes, les technologues. My name is Ramez Nam. I'm the co-chair of Energy and Environment at Singularity. You might have heard a little bit about me. I don't come from the energy sector. I come from tech. Donc on va plutôt parler des gens solution-oriented, ceux qui se surnomment eux-mêmes les exponential thinkers, ou jadis même les transhumanistes. Car non, je vais pas parler des petits bancs de mou de TEDx, mais du niveau au-dessus, c'est-à-dire les intervenants de la Singularity University, c'est-à-dire l'université financée par Google, et plus particulièrement de M. Ramez Nam, auteur notamment de More Than Human, Embracing the Promise of Biological Enhancement. Donc plus que l'humain, embrasser, quoi, bon c'est du mauvais français, embrasser la promesse... embrasser de ces... adhérer à la promesse de l'augmentation biologique. Mais il fut aussi computer scientiste. Peu importe ce que computer scientiste, peu importe ce que ça veut dire. Ça veut dire ingénieur informaticien. Parce qu'il aime les ordinateurs. Chez Microsoft pendant 13 ans, et notamment à la tête des équipes qui bossaient sur Outlook, Internet Explorer et Bing. Comme quoi, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Quel est le pire parmi ces trois? Internet Explorer. Sans hésiter. D'accord. Tout le monde, je pense, s'accordera sur ce point. Mais revenons au sujet de l'effondrement. Parce qu'en fait, Ramez Nam, c'est maintenant spécialisé dans tout ce qui est investissement dans les nouvelles énergies. Et lors des conférences de la Singularity University, en fait, il expose sa thèse, qui est que le pic de pétrole va rapidement être derrière nous, mais non pas à cause des difficultés d'extraction ou de la diminution de l'accessibilité de ces ressources, mais juste parce qu'il va devenir moins rentable que les énergies renouvelables. Et donc, mais pourquoi les ouin-ouin collapsologues ne se rendent pas compte? Parce qu'en fait, on a affaire à une technologie exponentielle, alors que les ouin-ouin collapsologues,
ils pensent linéaire. Et preuve à l'appui, en fait. Entre 1977 et 2017, le coût d'un panneau solaire a été divisé par 250, passant de $77 à 30 cents. En 6 ans, ou peut-être 5 plutôt, entre 2013 et 2018, le prix du mégawatt éolien a été divisé par 4. De l'autre côté, du côté obscur, les valorisations de l'indice boursier regroupement les entreprises du charbon, lui, a perdu 75% de sa valeur en 6 ans. Mais le plus percutant dans son argumentaire, c'est que le solaire et l'éolien est déjà aujourd'hui en fait moins cher que le gaz ou le charbon. En fait, il s'appuie sur des appels d'offres. Et selon ces appels d'offres, on voit que le prix du gaz, ça tourne autour de 6 cents le kilowattheure. Alors que l'éolien ou le solaire, sans subvention, on arrive à 2 ou 3. Et là, paf, dans ces slides, il énumère, aux US, on arrive à 3,3. À Abu Dhabi, on a fait un projet solaire à 2,4 cents par kilowattheure. Le Chili, 2,15. Éolien au Mexique, 2. Donc 2 alors qu'on était vers du 6 à 6 cents du kilowattheure pour le gaz. Ouais, mais t'es d'accord que ce sont des régions où ça fonctionne assez facilement. Ouais, mais mettre du solaire dans le désert, ça sera il a une réponse. Non, mais il a une réponse à ça. En Bretagne ou en Normandie, quoi. Ouais. Mais il a une réponse à ça. Okay. Mais aussi, remarque, aussi en US, en fait, il donnait d'autres chiffres aussi pour l'Allemagne et on était en dessous du 6. Quoi. On n'était pas à 3,2, mais on était par exemple à 4. Donc c'est pas seulement la position géographique. Mais il prédit, de toute façon, c'est exponentiel en fait. Donc il prédit même que le prix des renouvelables va descendre en dessous du coût de fonctionnement des centrales à gaz. Donc sans compter le coût d'investissement. Juste le coût de fonctionnement, les éoliennes, etc., ce sera moins cher. Quoi, ouais. Pour ce calcul-là, il se base uniquement sur la baisse du coût des énergies renouvelables ou également sur le fait que le coût d'exploitation du pétrole va augmenter. Je ne sais pas, mais à mon avis, il trace bêtement. Ou en combinaison. Je pense qu'il trace bêtement, il continue bêtement l'exponentielle. D'accord. Quoique, en fait, les prix, les diminutions qu'il donne, quoi, donc x 250, etc., c'est pas vraiment non plus des exponentielles, mais bon. Mais en gros, je sais pas, je connais pas la réponse. Mais aussi, il y a les autres ouin-ouin qui vont dire, et d'ailleurs qu'on entend pas mal en ce moment, c'est-à-dire l'éolien bashing ou le solar bashing, c'est en fait en s'appuyant sur le fait que ce soit des énergies intermittentes. Il fait pas soleil H24. Ouais. Hein. Mais là, il nous répond, ouais, il fait pas solaire H24, mais en fait, les pics de production éolien, c'est la nuit. Et les pics de production solaire, évidemment, c'est le jour. Donc, en combinant les deux, on peut déjà s'en sortir un minimum. Lisser les courbes. Mais c'est pas tout. Tout ce qui est batterie, etc., aussi, ça suit un développement exponentiel. Et en plus, il n'y a pas que les batteries. L'énergie, on peut la stocker sous forme chimique avec les batteries, mais il y a aussi en plein développement tout ce qui est pile hydrogène. L'énergie, ça peut aussi s'emmagasiner sous forme mécanique. Par exemple, on soulève des blocs de béton quand l'éolienne tourne, et dès qu'elle ne tourne plus, en fait, on relâche le bloc de béton qui va entraîner un câble qui lui-même va entraîner une turbine. Et en plus, là, dans ton bloc de béton, mec, c'est du lofi, t'as pas de terre rare. Donc, le collapsologue, t'as même pas forcément besoin de prendre du béton, qui est assez polluant à produire. Tu peux prendre des gros cailloux. Ouais. Mais aussi, ça, en fait, on le fait déjà, ce qu'on fait actuellement, c'est avec de l'eau. En fait, on a un bassin en haut, un bassin en bas. Et on fait... quand il y a de l'éolien... Le surplus d'énergie dans la journée est utilisé pour remonter de l'eau dans le bassin du haut. Comme ça, quand la nuit, il n'y a plus de soleil,
On utilise des turbines. C'est malin. C'est Voilà, très malin. c'est ça. Mais la Terre est ronde ou plate du coup? Parce que du Soleil, il y en a tout. Comme s'il en pleuvait. Bah oui, non mais il y en a tout le temps. Le Soleil. Non, mais en fait, son argument Oui, mais il y en a pas tout était. le temps partout. Voilà, il n'y en a pas tout le temps partout, et donc son argument était pour des régions, parce qu'il disait aux États-Unis, par exemple, on n'a pas ce problème au niveau du pays. Ça pourrait être plus un problème pour l'Europe. Il évoque ça en disant que ça nécessite quand même, pour bénéficier de tout ça, d'accords pan-européens pour réussir à faire en sorte que quand tu as l'Espagne où il fait chaud et beau, tu bénéficies de l'énergie solaire, et des pays nordiques, eux, on va capitaliser plus sur l'éolien, et du coup en mixant les deux et en faisant circuler les énergies d'un pays à l'autre, tu réussis à bénéficier de la complémentarité entre l'éolien et le solaire. Ouais, c'est le fameux le grid intelligent, comme on dit en bon français. Où je voulais en venir, c'est que... Ah oui, mais pareil, là on va retrouver nos collapsologues. Bah ouais, mais pareil, dans tes éoliennes, mec, t'as des terres rares, et comme on l'a dit, les terres rares, il y en a pas pour tout le monde. Mais Osef, parce qu'on part de nous, on est des exponential thinkers. Et donc la technologie, on sait que ça va évoluer. Et par exemple, on sait déjà que, premièrement, les technologies, tout ce qui est recycling, ça se développe très rapidement. Deuxièmement, on trouve des nouveaux alliages, par exemple alliage terre rare avec plus de fer, et dans ce cas-là, on pollue moins, tu as moins d'extraction, tu as moins de besoin de terres rares, donc il y en aura pour tout le monde. Mais en plus, on peut aller plus loin avec tout ce qui est nanotechnologie, avec du graphite, etc. Pour tout ce qui est batterie. Puis, voyons plus loin. Oui. Voyons plus haut. Allons dans l'espace, capturer des astéroïdes qui sont constitués entièrement de terres rares. Oui. De toute façon, Puis c'est des gros cailloux avant là pour le qu'on coup. épuise les terres rares sur la Terre, on pourra aller exploiter les terres rares dans le système solaire. Oui. Surtout, à mon avis, oui. Ça prend dans les prisons les plus rentables, c'est quand même dans les 50 ans à venir. Ce genre de truc. Mais je pense que 50 ans en terres rares, on tient tranquille. Parce que les terres rares sont interchangeables entre elles, en fait, ce qu'on ne vous dit pas assez. Et aussi, ce truc assez... J'aime quand tu prends ce petit accent qu'on te dit. On vous dit pas tout. On ne vous le dit pas assez. Aussi, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, comme on le voit, là où les prix seront les plus bas, et là où il y a les plus grosses marges de progression, c'est en fait avec le solaire. Et le solaire, où il sera, ce sera dans les pays actuellement ce qu'on appelle en voie de développement. Et donc en gros, tous ceux qui auront l'énergie la plus disponible, la moins chère, ce sera toute la Sunbelt des pays en voie de développement, alors que pour nous, ce sera plus cher. Et donc finalement, est-ce que ce ne sera pas une énorme chance pour ces pays-là pour nous surpasser dans les... La colonisation était un cadeau qu'on leur a fait. Hein. Non. Non, en tout cas, c'est ce qu'on apprend, je crois, dans les livres d'histoire. Au moins pendant le mandat de Sarkozy, mais malheureusement, c'est l'histoire sombre. Ah là là. Mais du coup, quelle est ta conclusion, François ? Ma conclusion, c'est battons-nous. Quel est votre camp ? Non, ma conclusion, c'est que, comme on voit, il y a vraiment deux extrêmes. Soit les collapsologues, comme Pablo Sévigné, un peu Jankowski, c'est ça ? Ou... Oui, comment il s'appelle ? Jacques Kanowski. Putain, j'avais son nom un peu sous les yeux il y a pas très longtemps. Jankowski, non ? Bon. Je te le retrouve. Jankovici. Ouais, voilà. Ouais, merci. Où, en fait, il n'y a pas d'issue. Encore, Jankovici, il n'est pas aussi extrême que Pablo Servigné, mais pour Pablo Servigné, c'est vraiment, il n'y a pas d'issue, et ce qu'on doit développer maintenant, c'est, au niveau des technologies agricoles, c'est vraiment retourner aux animaux de trait. Donc... Oui, c'est lui ce qui prône, c'est plus une décroissance pour réduire nos besoins et donc arrêter de pas seulement une décroissance, parce qu'il parle vraiment des animaux de trait. Donc toi, François, t'es plutôt team tu le disais,
tu le disais toi-même, avec on va dire un moteur qui utilise le pétrole, on fait 7 jours de travail humain. J'ai des doutes sur le fait qu'en revenant aux animaux de trait, on soit bien plus efficace, on puisse faire de l'équivalent de machines au pétrole. On peut pas. Le rendement, ça n'a rien à voir. Oui. Donc forcément, soit on réduit notre consommation, c'est donc de la décroissance. Ah ouais, ok. Soit on réduit la population de la Terre. Mais ça, c'est un peu compliqué. Non, parce que l'un de ces discours... Alors, j'ai un gant doré avec des petites pierres dessus. L'un de ces... ça marche une fois pour x2. L'un de ces arguments aussi, c'est de dire que aujourd'hui, il me semble, ou alors je lui attribue des propos qui ne sont pas les siens, mais c'est que les technologies qu'on utilise aujourd'hui dans l'agriculture, les techniques d'agriculture avec déjà la monoculture, tous ces aspects-là, on est sur des choses qui ne sont pas à l'optimum de ce qu'on pourrait faire. Donc en fait, en produisant de manière plus locale, sur de l'intensif, mais avec des méthodes plus traditionnelles, on aurait la capacité... Il faudrait valoriser la polyculture, et encourager les gens à devenir des fermiers de polyculture. Et l'un de ces exemples était sur la crise aux États-Unis, où on constate qu'en fait, suite à cette période de crise, la population tout entière a dû trouver des solutions pour s'en sortir, et que tu passais dans les villes comme Washington ou autres, n'importe quel espace vert était en fait exploité pour faire un potager. Et donc tu avais tous ces espaces qui étaient utilisés pour la production. Donc en fait c'est plein de solutions comme ça qui font que c'est pas remplacer les terres utilisées aujourd'hui en les exploitant de manière artisanale à l'ancienne, mais vraiment de repenser tout le modèle et la manière dont on produit. Oui, c'est sûr qu'il y a des moyens d'optimiser énergiquement l'agriculture occidentale, notamment avec des techniques qui s'appellent tout ce qui est agriculture de conservation, c'est-à-dire où on n'utilise plus de charrues pour retourner la terre, mais au contraire, on va laisser tout le couvert, tous les débris végétaux des récoltes précédentes, ce qui fait qu'on va avoir tout le temps une espèce de petit... Et laisser faire les vers de terre faire leur travail. Et ce qui fait qu'on va avoir tout le temps en fait, un couvert végétal de 5 cm de débris végétaux sur notre champ, ce qui fait que ça conserve l'humidité. Donc déjà, on n'a pas besoin d'arroser dans certaines régions. En plus, on a bien notre structure de matière organique, donc ce qui fournit des engrais, etc. quoi. Il y a tout un équilibre à retrouver, et même avec ces méthodes, comme tu disais, Emmerich, on a plus de vers de terre, et donc finalement tout ce qui est l'eau en cas de pluie, l'eau s'infiltre mieux, c'est bien beau, etc., là, tout vos trucs de hippie, mais ça représente l'agriculture biologique en France en 2013. Ça représentait combien de... Non. On n'a pas parlé d'agriculture. Mais c'est pas biologique, hein. Il n'y a pas eu de biologique dans le... On n'a pas parlé de biologique. On a dit de quitter le système de monoculture extensive. Alors, pour revenir à un système de polyculture. Alors même pas. Moi, je dis que mon raisonnement. Vas-y. Si on partait sur une agriculture biologique, donc. Parce que là vous parlez de monoculture, vous parlez d'agriculture intensive. Si on faisait quelque chose qui dépensait moins d'engrais, moins de machines, qui était un peu plus respectueux de l'environnement, ça pourrait peut-être nous aider. Ouais, mais en fait c'est ça le postulat de l'agriculture de conservation, c'est de s'appuyer plus sur des procédés biologiques, écosystémiques on va dire, plus que sur des procédés... Maintenant je vous pose la question. Oui. Combien de pourcentage cela représente de notre alimentation actuelle? Mais tu réfléchis comme les lobbies du pétrole. En 2013. On s'en fiche Tu réfléchis en collapsologue. Ce qu'on veut, c'est justement... J'ai pas dit de quel camp j'étais. Tout changer. Mais en 2013, ça représente 2% de ce qu'on mange en France. Bah, du coup, c'est facile. Bien sûr. Si ça fait déjà 2%... Il y a de la marge de progression. Il n'en reste que 98%. Oui, 98% à transformer. Non, tout ça, regarde tout ça pour dire surface qu'on récupère. C'est comme tout ce qui est lié à la nourriture. On peut pas penser que c'est en changeant juste la manière de produire
que on va améliorer la qualité de la planète. Je sais pas comment. Ah bah c'est dire. pas mieux en mangeant du soja. Hein. Dis le vegan. Ouais. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que on doit vraiment changer notre mode de consommation. Ah bah oui. Et pas espérer que ce soit les industriels oui, mais alors changent leur méthode de production. Mais il y a un problème dans ce que tu évoques, c'est que c'est le problème de base et l'un des arguments qui est de plus en plus utilisé sur l'aspect production justement du côté vegan, qui est que si on est dans le mode de pensée que tu as et que au lieu de réfléchir sur le mode de production, on est plutôt sur le mode de consommation, on se retrouve à rester dans une logique de ces productions de masse ultra intensives et qui sont encore pires quand on est sur un mode de production vegan, où on est vraiment sur une logique où une terre ne doit pas être, enfin il ne doit pas y avoir les animaux, etc. qui travaillent, et du coup le côté intensif et l'utilisation de différents pesticides pour optimiser les rendements des différentes cultures, c'est encore pire. Et donc, moi j'ai jamais dit il faut que tout le monde mange vegan. Hein. Non, je sais bien, mais ça fait partie des arguments qui pourraient être utilisés sur le réchauffement climatique, des choses comme ça où on va. Si tout le monde mangeait vegan, ça serait pas mieux. Ça serait clairement pas mieux. Mais c'est en gardant le système de production actuel. Exactement. C'est ça. Si on change le système de production, en fait, oui, on peut changer le mode de consommation. Le souci, c'est que si toi tu dis avant tout il faut changer le mode de consommation, tu passes la responsabilité du changement sur le consommateur final. Tu es comme ces gens qui donnent des arguments en disant il faut que vous réduisiez votre consommation électrique en chauffant moins chez vous, etc. Alors que les principaux générateurs de gaz à effet de serre et de gaspillage énergétique, c'est l'industrie. Donc c'est le même principe, c'est le même mode d'argumentation que Macron qui est foireux. Alors, tu peux pas dire au consommateur final il faut absolument que tu manges bio si tu lui fournis pas du bio à pas cher. Tu peux pas dire au consommateur final il faut que tu manges des trucs qui ont été produits dans le respect de l'environnement si tu lui donnes pas des trucs qui ont été produits dans le respect de l'environnement de façon c'est pas si manichéen que ça. C'est pas genre il faut que ça soit seulement les consommateurs ou il faut seulement que ça soit les producteurs. Et on n'a jamais dit qu'il fallait que ce soit seulement les producteurs. Donc ton argument est encore une fois non, monsieur, je m'inscris en faux. Non mais ce que je m'en fous, je vais quand même dire ce que j'avais envie de dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut vraiment penser autrement. Travailler main dans la main. Et il faut vraiment qu'on change de mindset sur notre mode de consommation, mais de tout en fait. Et il y a des trucs en fait, par exemple sur la bouffe, avant de commencer à manger bio, il y a des choses qui peuvent être faites qui sont sur le gaspillage. Aujourd'hui, je crois que c'est 15% de la nourriture qu'on produit, 15 ou 20% de la nourriture qu'on produit qui n'est pas consommée en fait. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites sur les déchets. Ce chiffre avant de vouloir révolutionner la manière dont c'est produit. Et je suis désolé, mais le piège de ce raisonnement-là, c'est de s'arrêter là. J'ai pas dit qu'il fallait s'arrêter là. Moi, je dis pas qu'il faut s'arrêter là. Bah oui, mais on n'a jamais dit qu'il fallait. Vous l'avez laissé entendre, monsieur Rick. Pas du tout. Au contraire, on commence que vous avez laissé entendre qu'il faut se contenter. Non. Toi, t'as laissé entendre qu'il faut se contenter de mettre la responsabilité sur le consommateur. Mais monsieur Bourdin... Par contre, je pense que le consommateur a bien plus de pouvoir que le législatif. Ça, c'est sûr. Oui. Mais en fait, sous X, on n'a jamais dit le contraire. Sous X. Alors, j'avais une question dans un premier temps. Le prix du mégawatt éolien... dont tu nous dis qu'il est en baisse constante, c'est à cause de son chute libre. Exponentielle. Qu'est-ce qui crée cette exponentialité ? Putain, j'ai réussi à me dire. C'est à cause de son adoption de masse ? Les effets d'échelle et adoption de masse, donc l'efficacité, non ? Et la technologie, amélioration des rendements, amélioration de l'efficacité. Par exemple, pour les éoliennes, on a la taille. Maintenant, les éoliennes sont beaucoup plus imposantes. Les éoliennes, c'est la taille qui sont beaucoup plus imposantes qu'avant. Et
de cela. Elle tourne alors qu'il y a des vents beaucoup plus faibles, ce qui n'était pas le cas avant. Et grâce à la combinaison de amélioration technique et effet d'échelle, on arrive à ça. Ta deuxième question? Ma deuxième question, c'est quand est-ce qu'on va se réveiller et trouver un moyen de recycler les déchets nucléaires pour les transformer en énergie? Puisque la technologie peut tout. Non, mais puisque la technologie apparemment pourrait nous sauver, pourquoi on passe notre temps à juste enfouir toute cette potentielle énergie C'est vrai, les déchets nucléaires, ça reste... ça chauffe, on pourrait les utiliser pour faire du chauffage. Tout à fait. En Bretagne, tous un peu de... Si tu combines ça avec le transhumanisme et qu'on se fait modifier, on pourrait éventuellement être déchets nucléaires friendly. Il faudrait demander au chercheur chinois qui a réussi à faire une manipulation génétique de nous rendre immunisés aux radiations. Et on n'aurait plus besoin de s'embêter à stocker les déchets nucléaires, on pourrait les utiliser pour fabriquer des maisons. D'ailleurs, il y a une nouvelle évolution CRISPR-Cas3 au lieu du Cas9 qui permet des modifications génétiques beaucoup plus précises, et donc peut-être en effet qu'on va s'en approcher. Hein. Là, on va faire des modifications génétiques qui vont être exceptionnelles à ce niveau-là. Oui, mais pour recentrer le sujet, en fait, l'idée de ces chroniques, de cette émission, c'était pour montrer qu'il y avait vraiment deux extrêmes. Soit les Pablo Sévigné, comme je disais, où c'est mort, on retourne au cheval de trait dans les champs. Soit de l'autre côté, tu as tous les exponential thinkers qui sont là à dire non, en fait, c'est bon, quoi, dans quelques années. On finira bien par trouver dans une quelques solution. années, l'éolien, etc., arrange tout. Donc, nos problèmes. Mais est-ce qu'on peut pas essayer de réduire Combiner en attendant que la techno arrive? Ah non, mais c'est sûr. Mais de toute façon, même les exponential thinkers sont complètement conscients de tout le problème environnemental. Même Claude Allègre. Parce que Claude Allègre, on est d'accord qu'on le met plutôt côté exponential thinker. Ouais, le mammouth. Lui, il croit pas en la collapsologie, il croit pas en réchauffement climatique, il croit pas que des dégâts que provoque l'activité humaine sur la Terre. Est-il encore pertinent? Et est-ce qu'il n'aurait pas retourné sa veste, puisqu'on ne l'entend plus? Mais les gens veulent du clash, et les gens veulent savoir. Eh ben, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un tour de table, c'est ce que je voulais pour savoir qui se positionne où. Je propose donc 3 catégories. Les gens qui sont pessimistes, donc collapsologues. Les gens qui sont optimistes, donc plutôt du côté des exponential thinkers. Et les gens qui sont attentistes, qui se disent, je sais pas trop, je pense qu'un peu des deux, c'est bien. Ceux qui votent Modem. J'attends de voir. Ou qui sont végétariens. Ils sont pile au milieu. Les végétariens du climat. Qu'on appellera les lâches, bien sûr, par solidarité. On commence par Képrin. Eh bien, je suis un lâche, s'il faut que ce soit le nom donné, parce que j'estime qu'il y a un vrai besoin de repenser, et moi je persiste sur le fait que ça commence à la source, et que donc ça commence par les modes de production, etc. Donc ça, je pense que c'est une nécessité, quoi qu'on trouve comme... Pour une dictature écolo-végane. Non, parce que justement, j'estime que le véganisme n'est absolument pas la solution. Qui forcerait l'humanité à aller vers quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux sur mais je trouve que les méthodes de production, on a bien réussi à plus ou moins imposer le passage par les pesticides à une époque donnée. Je vois pas pourquoi on réussirait pas à mettre en place d'autres solutions. Et pour autant, en effet, les révolutionnaires futurologues, futuristes qui voient que le bien, je leur donnerais à leur crédit la célèbre citation d'Henry Ford qui a dit si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient répondu des chevaux plus rapides, que vous connaissez tous. Et du coup, en effet,
si on pense pas autrement que en se basant sur un rapport de 70 qui s'appuyait quand même sur des technologies et des ressources de l'époque, alors que beaucoup de choses ont évolué depuis et que beaucoup de choses vont encore évoluer, c'est sûr qu'on ne peut que être pessimiste et se dire oh là là, le pétrole. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment le seul angle d'attaque? Donc tu es exponential thinker, mais que tu as honte de le dire. Ça ressemble à ça. Non, parce que j'estime, mais sur l'optimisme à avoir, oui, parce que j'estime que les technologies, voilà, mais l'optimisme vient aussi du fait que je crois que les gens peuvent totalement changer. Enfin, les gens, non, j'estime vraiment pas qu'on puisse demander à quelqu'un au supermarché de ne pas choisir le produit dégueulasse qui lui est présenté à un certain prix. Il faut juste mettre les gens face à une certaine réalité. Et tout comme on met sur les paquets de tabac, à la limite, s'il faut continuer comme ça, tout comme on met sur les paquets de tabac des images dégueulasses avec des poumons, on te met sur les paquets de fruits et légumes importés, sur les viandes avec une culture où on a utilisé des graines et je ne sais quoi qui vient de l'autre bout du monde et toutes ces solutions-là, on met dessus des images de la planète qui explose ou je ne sais quoi. Et je pense que au bout de quelques années, les producteurs seront bien obligés de s'adapter parce qu'il n'y aura plus personne à acheter le truc où la planète elle meurt. Kepra, exponential thinker. Le fumeur. Alors moi Vapoteur, il a arrêté de polluer, il ne produit plus de gaz à effet de serre. Il fait de la vapeur après les tests. Remarque, c'est à effet de serre la vapeur. Les tests ne savent pas encore. On n'a pas encore assez de recul pour savoir si je suis en train de tuer la planète, moi aussi. Avec cela, moi je suis collapso. Il y a une batterie dans ta cigarette? Oui, il y a une batterie, tout à fait. J'en ai même plusieurs. Parce que ça tient pas la journée. Ça tient encore moins qu'une Apple Watch. C'est pour te dire. Moi je suis collapso à fond. Tu es pessimiste? Je suis d'un pessimisme total. Après, je pense que mon fils sera plutôt expono, comme ton fils ne vivra pas très longtemps si tu es pessimiste collapsologue. C'est ce que j'allais dire. Tu as fait un enfant. Ah ouais, en étant collapsologue. 2020, c'est spécial, ouais. 2020, ça va. Au maximum, il a 30 ans. Non, mais il a raison. Il est à la fois pessimiste, mais il est peut-être aussi exponentialiste un petit peu au fond de lui, avec l'espoir que son fils sera celui qui trouvera la solution. Alors, celui, j'irai pas jusqu'à être aussi affirmatif, mais oui, un peu comme... Tu as le droit d'avoir l'espoir. Oui, bien sûr. J'ai l'espoir en l'avenir. Nos enfants sont l'avenir. Sinon, il faut que tu respires. Je pense que l'être humain s'est toujours adapté, donc on trouvera bien. Les gens qui font du fric aujourd'hui sur des trucs sales et qui tuent la planète, demain voudront continuer à faire du fric et il faudra bien qu'ils s'adaptent et ils s'adapteront. Voilà, ça ne changera pas vraiment du jour au lendemain. Donc, c'est un collapsologue bien capitaliste quand même. Oui. Ouais. L'espoir vient du capitalisme. Je ne l'ai jamais caché, Kepra. Voilà, c'est mon avis. Donc il est tellement collapsologue qu'il est presque un peu exponentialiste. Il fait un peu le tour de l'hémicycle. C'est vrai. Aymeric, plutôt. Moi, je suis un lâche. Je suis un lâche à tendance exponentialiste. Ascendant. Voilà, je suis lâche. Je suis lâche ascendant exponentialiste. Et est-ce que en attendant, team bunker en Nouvelle-Zélande? Survivaliste? Non. Je pense qu'on va. Moi, je pense qu'on peut continuer comme ça, en espérant que on va trouver une solution. J'ai foi en la fusion, en l'énergie nucléaire, en la fusion nucléaire, et j'ai foi dans les pranas. Mais faudrait peut-être expliquer quand même cette petite blague de Nouvelle-Zélande. Ouais. Quoi? Tu veux que je fasse? Ouais, vas-y. En fait, les gens qui travaillent dans les startups plutôt du côté de la Silicon Valley beaucoup ont opté pour la nationalité néo-zélandaise depuis le début des années 2010, ou essayent de l'avoir, ou achètent des terres là-bas, parce qu'ils pensent qu'en cas d'effondrement,
l'endroit le plus sûr sur Terre sera la Nouvelle-Zélande. Ouais, pour 2 raisons. Premièrement, c'est un des pays les moins développés, les moins densément peuplés. Et deuxièmement, c'est un des pays développés qui est les moins atteignables. Ouais, et qui est le moins sujet au dérèglement climatique, selon les modèles. Et puis c'est un des pays développés où il y a le plus de moutons. Donc il y a beaucoup à bouffer. 4 moutons par habitant. Voilà, ça en fait de la laine. Vous voyez, pour tous ceux qui nous ont traités de Jean-Michel à peu près, sur les 4 les 4 moutons, on avait l'info. Mais c'est tellement con il y en a beaucoup qui ont même appris à tirer à l'arc, quoi. Ils ont poussé le raisonnement survivaliste un petit peu loin. Et toi, justement? Bah, après, c'est pas non plus déconnant d'apprendre un petit peu à se débrouiller au cas où. Regarde tous les Battle Royale qui sortent aujourd'hui. C'est pour ça, on est en train de nous préparer. L'engouement qu'il y a eu pour la série Walking Dead, c'est un signe. Ok. Et justement, Loise, tu n'as pas voté. Moi, je suis totalement collapsologue. Je pense qu'on va se manger un sale mur. Je sais pas, il est impossible de prévoir par où ça va commencer. Je sais pas ce qui commencera en premier entre la pénurie d'énergie fossile ou les migrations climatiques, qui sont quelque chose dont on n'a pas parlé non plus. Tu devrais demander à Podcastéo, ils sont doués en stats. Ouais, en influence. Mais alors selon les estimations, ça va les plus optimistes pensent que ce sera 100 millions de personnes. Les moins optimistes pensent que ce sera 800 millions de personnes qui migreront d'ici 2100 pour des raisons climatiques, qui ne pourront plus fuir la sécheresse nourrir. Ou fuir la montée des eaux. Exactement, qui n'auront soit plus de terre, soit plus à manger. Et il faut pas se leurrer, ces gens-là ne vont pas attendre que ça se passe chez eux. Ils viendront dans des pays plus sûrs. Et quand on voit comme on a eu du mal à intégrer, c'était quoi, 1 million de Syriens qui sont venus il y a 2 ans en Europe. Bah ça, la faute à qui, hein? Ouais. Bah imaginez 100 fois plus, quoi. Ouais. Si seulement le président avait accepté de les accueillir. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, non, je suis pas optimiste. C'est marrant parce que c'est quand même un des sujets de discussion qu'on a avec madame sur le fait de faire des enfants ou pas, quoi. Ah oui, sachant qu'avoir un enfant, ça augmente son bilan carbone. Alors, avoir un enfant, c'est pas du tout écologique. Oui. Mais qu'il faudrait. Mais ça peut se compenser derrière. Ça dépend. Si on est comme Suzy, c'est qu'on est, on est assez convaincu que son fils trouvera la solution. C'est très écologique. Et toi, François Courtis? Moi, je suis exponential. C'est étonnant. Ah bon? Mais en gardant en tête, comme je disais, le constat effrayant des collapsologues. Donc tu es lâche? Ah non, je suis non, parce que le constat est effrayant, mais on va s'en sortir. Tu acceptes le constat, tu n'acceptes pas les conséquences. Non, je n'accepte pas la défaite. Ah. Non, mais par contre, tu n'acceptes pas qu'il faut adapter notre mode de vie. Complètement. L'un va pas. Et donc moi, quand je disais ça, j'étais collapsologue. Non. Toi, je t'ai traité comme moi, je t'ai traité d'exponential thinker. Vous êtes des lâches, c'est tout. Ah, c'était l'inverse, je suis exponential thinker. Tous les deux, on est amis. Avec Emmerich. Avec Emmerich. Donc 3 contre 2, vous perdez. Et je peux rentrer. Bon bah la planète, l'homme va survivre. La planète sera sauvée. On aura. En mangeant ton steak. On aura uploadé nos consciences dans des corps robotiques. Ou dans des cochons. On a besoin de manger, donc de toute façon, il n'y aura plus besoin d'animaux, il n'y aura plus besoin de plantes. Donc c'est parfait. On aura uploadé nos cerveaux dans ceux des cochons. Vu qu'on a réussi à faire réagir des... Ah oui, les cochons morts depuis 10 heures, et qu'on a réussi à réactiver leurs cellules. Réussi à réactiver les cellules. Ils n'ont pas réactivé leur cerveau, ils ont réactivé l'activité cellulaire. Tout à fait. Ils ont eu une activité synapsiale un petit peu, mais ils n'ont pas donc, 3 contre 2,
Les absents ont toujours tort, on va dire qu'ils étaient lâches. Voilà. Et sur ce... Vas-y. sur ce, je souhaite remercier Isa qui a contribué au Patreon et vous remercier Merci, Isa. de l'écoute de cette émission. Nous rappelons que l'école des facs est un podcast du label Podcut, que vous pouvez retrouver tous les podcasts de Podcut sur le site podcut.studio, que Podcut a aussi un Patreon si vous souhaitez nous aider ou aider les autres émissions, patreon.com/podcut. Et on est à nouveau sur Eh YouTube, bien, et plus sur la chaîne Et de oui, l'école et des nous- facs. Voilà. Et les podcasts de Podcut sont tous sur YouTube. Alors tous, oui et non. Tous. Tous. Tous Tous les ceux derniers qui épisodes. n'ont pas des sons qui sont interdits Exactement. par le Content ID de YouTube. Voilà, Alors, je te préviens, l'épisode 14, Parce il que- passera pas. nous verrons. Ah, on verra bien, on testera. Au pire, on mettra le papa pingouin. Ouais, on fera des bruits de musique à la bouche, On fera la musique à la bouche. beatbox. Et cet épisode... Et si ça vous intéresse, en conclusion, sachez que suite au rapport Meadows, il y a le GIEC qui a été... C'est la Médose. Meadows, pardon. Pardon, Il y a le Non, c'est bien Meadows, justement, c'est c'était Meadows. parfait. c'est Médose. Non. Meadows, on s'en C'est pas fout. grave, c'est pas Suite grave. à ce rapport-là, il y a une commission qui a été créée par l'ONU, qui s'appelle le GIEC, et qui est censée faire des évaluations du changement climatique, mais pas que. Et ces rapports sont disponibles en anglais. Le site est assez simple, c'est ipcc.ch. C'est très intéressant. Par contre, c'est très dense. Hein. Ah, aussi pour terminer sur une note optimiste, c'est comme il y a un des scénarios du Model World 3 qui justement montrait un non-effondrement. Mais ça demandait une diminution d'un tiers du nombre de biens de consommation, donc smartphone, voiture, etc., par personne. Donc la décroissance. Donc, la solution, c'est la décroissance. Et aussi, bien entendu, énergie à volonté, fusion nucléaire, etc. Énergie. Dangereux. C'est bon, on est bon. Allez, Au Eh ben, revoir. monsieur, on est bon. merci. Bye bye. Merci tout le monde. Merci. Ciao, ciao. Au revoir. À la prochaine. Bisous à tous. Merci Je de te nous dis sans avoir faille. écoutés. Reste cool, bébé. Sinon, je te dirai bye bye. Je te dirai pas. Cet épisode est codé en 256 kbits par Merci seconde. François. Ce qui va nous prendre ce qui va pondre De gigas. De data. Plein de Et data. alors que si tu l'as fait en 192, tu aurais pu éviter la chute de l'humanité. Bravo. Même en 128. Bravo. De toute façon, le podcast, c'est un média polluant Mm. Oui. qui repose sur le cloud. Et le cloud, ça pollue. Est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît? On peut arrêter si tu veux. Moi, je peux continuer. Ah ouais, d'enregistrer moi et de aussi, dire je des continue bêtises tout seul. Comme ça, tu les mettras à la pour fin. pour remplir l'after. ouais. Ouais. De toute façon, on est déjà à la fin. Mhm. Ah ah, malin. Et on en dit a au pas parlé, mais à la conférence où je suis allé là sur l'effondrement, donc qui était totalement collapsologue, il y avait des psys qui étaient là pour donner Du soutien du aux gens. soutien qui aux pouvaient, gens ou des outils, des méthodes aux gens qui seraient vraiment déprimés qui auraient des crises d'angoisse à cause de suite à exactement. ça. C'était la première fois que je voyais ça. Ouais. Meadow. C'est- Meadow. c'est Meadow. 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 Non, c'est Meadow. Ok. C'est Monsieur Prairie. Ah, Meadow. Oui, parce que la mitose, c'est dans Super Mario Bros. Le film. C'est la mitose. La mycose. Non, la On a mycose. réussi à faire tout un épisode sur l'effondrement sans parler des luttes étudiantes contre le réchauffement climatique. C'est vrai, bravo. Ouais. Ouais.
Bon, on s'en moque les Non, mais jeunes. on assume de s'en foutre. Hein. C'est un épi. Non, mais si. François, à un moment, il disait les ouin-ouin collapsologistes. Ah là là. Ça inclut aussi ceux qui demandent à l'État de payer Audrey Pulvar mes fesses. Là. Heureusement qu'elle est partie, elle, de ce poste. C'était pas bien. Ouais. Bon, Bon, c'est... Eh bien, merci pour ce moment. moi, je vais arrêter l'enregistrement là. Au revoir.